Bien. Alors, il va falloir continuer. Je pense qu'on va laisser Marie. Marie. C'est pas Marie. Je pense à Marie-Christine. Qu'est-ce qu'on met ça? C'est juste de déplacer d'un game. Alors pour celles et ceux qui sont en présentiel et celles et ceux qui sont en distanciel, comme on dit aujourd'hui, quelques petits rappels. Nous allons donc organiser cette soirée en deux parties. Nous avons deux invités prestigieux avec lesquels nous allons dialoguer. Et à la fin de leurs échanges, vous pourrez, depuis la salle, en parlant assez fort, les interroger. Et nous prendrons aussi des questions en distanciel. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas parler pendant le temps où nos amis s'expriment, parce que nous aurions un brouhaha indescriptible voilà, pour nos amis qui sont derrière leurs écrans. Ça, c'est juste la petite règle habituelle, voilà, pour qu'on ait un petit peu de discipline, sachant que cette soirée est pour nous extrêmement, à la fois importante, parce que c'est la dernière avant l'été, et parce que Grégory a écrit un livre qui mérite toute l'attention des radicaux. Alors, je vais vous le présenter aussi bien que je vais le pouvoir, parce que c'est un livre extrêmement riche, qui amène beaucoup d'idées, donc nous allons en parler. Très simplement, j'attends simplement qu'il y ait un petit peu plus de monde, puisque vous êtes environ une soixantaine de personnes à vous être inscrits à cette soirée thématique. Donc certains sont derrière leurs écrans, vont arriver, mais on peut attendre quelques minutes. Voilà. On va attendre un petit quart d'heure, hein, voilà, de façon à ce que tout le monde puisse entrer et que nous puissions commencer cette soirée qui, je l'espère, et je le sais d'ailleurs, sera très agréable parce que ce livre, encore une fois, est très riche. Alors je le dis au début, il sera en vente, Samira, à la fin de la soirée, pour celles et ceux qui veulent avoir une dédicace de Maître Berkowitz, qui se fera un plaisir, voilà, de vous écrire quelques mots. Consultant mise en place. Oui, bien sûr. Laurent, vous pouvez me l'acheter. Oui. Vous pouvez même les garder, puisque c'est la fenêtre. Parce que vous avez en plus une dédicace. Ma délégué, voilà, les trouver, va aller à Caen. Non, Samira a eu la gentillesse justement d'en apporter. Je parle des exemplaires pour que vous puissiez en acquérir. Ah, tout à fait, non, c'est pas. Et en plus, c'est. Vas-y, mais c'est. Avec une dédicace de l'auteur. Avec une dédicace de l'auteur, évidemment. En plus, ça n'est gratuit. Ah, ça, c'est collecteur. Ah oui. Qu'est-ce que je cherchais? C'est à vous. Comment? Pardon.
démarrer. Bon, je vous propose, le quart d'heure étant passé, que nous commencions cette soirée. Alors, je vais commencer par vous, Grégory Berkowitz. Vous êtes avocat, docteur en droit public, élu local, ancien élu local, membre du bureau national du Parti radical, et vous êtes surtout président de l'Atelier, qui, je le rappelle, est un groupe de travail qui a œuvré pour la rédaction du manifeste du Parti radical, qui a été remis notamment au président de la République au moment des élections présidentielles. Alors, ce manifeste contenait 101 propositions, dont certaines avaient trait au fédéralisme, qui est au cœur de notre réflexion politique. Alors aujourd'hui, vous nous présentez votre dernier livre, qui connaît un véritable succès auprès des médias, et que vous avez intitulé, et tous les termes sont importants, pour une France fédérale, plaidoyer pour une 6e République des territoires, et qui a été préfacé par Jean-Louis Borloo. Alors très simplement, Maître Berkowitz, pourquoi ce livre et pourquoi à ce moment précis de notre vie politique? D'abord, merci beaucoup Paulestin pour cette invitation aux entretiens de Valois. D'abord parce que ça fait partie des temps forts de notre parti, les entretiens de Valois, et je suis particulièrement heureux, et plus particulièrement justement ce soir et dans ce contexte, de pouvoir présenter cet ouvrage. Et puis merci pour une deuxième raison, mais je suis sûr que vous allez en dire un mot dans quelques minutes, parce qu'il y a à cette tribune quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et même d'admiration. Et moi qui ne suis pas un constitutionnaliste, et cet ouvrage, je le dis tout de suite, n'est pas un livre de droit constitutionnel, c'est un essai politique, eh bien c'est un grand honneur pour moi que de pouvoir en discuter avec Didier Mauss, que donc je remercie par la même occasion. Il y a une part de hasard évidemment dans un livre, parce que, et Monique, vous en écrivez vous-même des livres, donc vous savez ce que c'est. Ça m'a pris un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, c'est un projet qui est né il y a quelques années, et puis ça m'a pris à peu près 2 ans, donc il n'y a aucune malice de ma part, même si effectivement l'actualité, et quand je dis l'actualité, c'est l'actualité presque immédiate, c'est-à-dire le résultat des dernières élections législatives et la majorité relative au parti présidentiel à l'Assemblée, a donné effectivement à ce livre peut-être un retentissement un peu plus important, en tout cas une actualité, une acuité particulière. Donc le lien avec l'actualité est un lien purement fortuit et qui est simplement le résultat d'une concomitance. En revanche, il y a peut-être un lien, j'allais dire involontaire, entre les deux. C'est que ce livre, il est le fruit de mon expérience d'élu local à Caen, vous l'avez dit, mon expérience d'avocat et d'avocat publiciste, c'est-à-dire d'avocat des administrations et des entreprises qui travaillent avec les administrations, et puis de citoyen. Et au fond, si cette expérience au fil des années m'a conduit à écrire ce livre, c'est peut-être un peu pour la même raison que le temps a fini par conduire les Français dans un contexte absolument inimaginable à envoyer à l'Assemblée nationale une majorité relative 1 mois après avoir élu un président de la République au suffrage universel direct. Et finalement, si je vois une concomitance entre ces deux mouvements, c'est parce que, en me posant la question de pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre, parce que cette question-là, je me suis nécessairement posée à moi-même. Je suis arrivé à certaines conclusions. D'abord, mon expérience d'élu local, et je ne sais pas si certains ici partageront ce point de vue, mais au fil des temps, j'ai eu le sentiment que les collectivités progressaient en compétences, en capacité de faire, en expérience, en expertise, mais que dans un mouvement presque similaire, l'État régressait.
et que la capacité de l'État à faire, pas seulement à encadrer ou à dire ce qu'il faut faire, à faire réellement, avait considérablement diminué, et je pourrais donner là-dessus des exemples. Et mon expérience d'avocat, encore plus longue que mon expérience d'élu, puisque je n'ai fait que 2 mandats, m'a amené à une réflexion peut-être encore plus forte, ou en tout cas plus définitive, c'est que l'État ne se réformera pas lui-même en France. Et si l'État ne se réforme pas en France, c'est parce que l'administration, et c'est vrai d'ailleurs des administrations publiques comme des administrations privées dont je parle dans l'ouvrage, nourrit l'administration et qu'elle n'a aucune raison de se réformer alors même qu'elle a toutes les clés de notre pays. Et puis j'ai eu le sentiment en tant que citoyen qu'il y avait progressivement une perte de sens. Une perte de sens dans l'action de l'administration, une perte de sens dans la relation que le citoyen a avec l'administration, et ça a été notamment pour moi frappant pendant le Covid et pendant la crise des Gilets jaunes, où j'ai eu le sentiment que la gestion de ces crises, l'État était finalement incapable d'y répondre autrement que par de l'administration et de la suradministration. Alors pourquoi le fédéralisme? Parce qu'après, une fois qu'on est arrivé à ce constat, pourquoi avoir écrit sur le fédéralisme, et pas le fédéralisme européen dont on entend beaucoup parler, mais le fédéralisme appliqué à notre pays, c'est-à-dire la France fédérale? Parce que là aussi, par expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait à une diversité de territoires et une diversité de problématiques et de solutions différentes. Et que par exemple, la question du département, qui j'en suis sûr, nous a tous à un moment donné préoccupés, parce que c'est un peu le marronnier des débats politiques. Ben, je me suis rendu compte que quand je discutais avec certains élus locaux, ils m'expliquaient que le département avait du sens et qu'il fallait maintenir le département, et d'autres étaient incapables de m'expliquer à quoi servait le département chez eux. Mais ça veut dire que dans certaines régions, le département a du sens, il a un rôle, il a une fonction, et que dans d'autres, le département aujourd'hui est en recherche en quête de sens. Et on pourrait dire la même chose de nombre d'institutions. Ça veut dire que d'un territoire à l'autre, les institutions doivent pouvoir être différentes. Et puis je pense aussi que la réforme se fera uniquement en proximité des citoyens si on veut qu'elle soit acceptée, avec des élus, je reprends parfois cette expression, à portée d'engueulade, et avec un sentiment de collectif, d'appartenance à un territoire. Et puis, il me semble que de toute façon, cette solution, elle mérite d'être portée à la réflexion collective. Moi, encore une fois, dans cet ouvrage, je fais un essai politique, donc l'idée c'est de jeter, ou d'amener plutôt une pierre à l'édifice, parce que les grands États du monde sont des États fédéraux. Et à partir du moment où les grands États du monde sont des États fédéraux, et quand je dis les grands États, c'est pas seulement les grands États par la taille, on a toute une série de petits voisins européens qui sont fédéraux, on a, à mon avis, vocation à se poser cette question. Et j'ai été très surpris que cette question, finalement, se soit très peu posée dans l'histoire de France. On pourrait d'ailleurs essayer de se poser la question de savoir pourquoi. Et j'ai le sentiment que aujourd'hui, elle mérite d'être posée. Alors c'est vrai qu'avec les élections que nous venons de vivre et la situation inédite qui est la nôtre, cette question-là, comment dirais-je, mérite encore plus d'être étudiée. Merci pour cette réponse. Alors je sais que Didier Mauss vous écoute avec beaucoup d'attention, j'aurai le plaisir tout à l'heure de lui passer la parole, mais je voudrais poursuivre avec vous, parce que vous dites des choses assez adroitement, on va dire, même plutôt adroitement, puisque vous mêlez, vous l'avez rappelé, histoire, réflexion politique, anecdote, teintée d'humour. Et dès les premières pages, vous l'avez rappelé, votre constat est sans appel. Et surtout, vous écrivez, et vous l'avez un petit peu dit dans votre première réponse, « Transformons la France en une république fédérale. Plaçons-la sous le signe de la diversité et de la proximité. Échangeons la timide décentralisation à la française, qui n'a de goût pour les libertés locales que d'apparence, pour la totale liberté des villes et des régions. » Et un peu plus loin, vous dites, « Libérons au lieu d'étrangler,
Faisons confiance au lieu de surréglementer. Nous aimerions, Grégory Berkowitz, un peu de précision parce que ces phrases sont profondes, mais elles collent aussi. Deux réponses plus rapides que la précédente, Monique, je m'y engage. Première réponse, quand on écrit, enfin je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on fait quand on écrit. En tout cas, quand moi j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'écrivais sans forcément imaginer que j'allais être lu. Et le choc, ça a été pour moi quand effectivement je me suis rendu compte que l'ouvrage allait être lu par d'autres personnes que mes voisins. Et à partir de là, effectivement, il y a certaines phrases qui semblent un peu fortes parce que je les pense comme ça, je les ressens comme ça. Alors je ne sais pas s'il fallait les écrire comme ça, mais c'est toute la liberté aussi d'un essai, c'est d'être en capacité finalement d'exprimer les choses comme on les ressent. Et j'ai le sentiment très profond que notre pays a une peur, mais viscérale de la liberté. Une peur viscérale de la liberté, de ce que Gaspard Koenig appelle l'autonomie, de faire confiance, de se dire finalement que les autres ne feront pas systématiquement de mauvais choix et qu'on n'est pas obligé de choisir systématiquement à leur place. Et ça, c'est, je crois, culturel en France, mais c'est renforcé ou magnifié au plan de l'État. C'est-à-dire que cette administration centrale, elle est persuadée, et parfois même de manière individuelle, on l'entend dans le discours, que finalement, si on fait confiance, si on laisse la liberté, eh bien les choix seront nécessairement mauvais et qu'il faut donc faire les choix à la place des citoyens et à la place des territoires. Et l'État central vis-à-vis des collectivités locales, c'est devenu presque un réflexe. Et quand je parle de décentralisation timide ou en trompe-l'œil, et finalement c'est ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a effectivement des transferts de compétences, mais ces transferts de compétences, ils sont le résultat déjà d'un geste unilatéral. C'est l'État qui octroie à la collectivité le droit de faire. Il octroie le droit de faire, et il l'octroie avec les charges qui vont avec, mais pas nécessairement avec les ressources. Et quand il octroie des ressources, il les octroie. C'est-à-dire qu'il ne donne pas l'autonomie et la liberté fiscale, budgétaire. Il dit « je vais vous allouer un budget pour faire ça ». C'est une tutelle en fait. Et d'ailleurs, au plan juridique, ce mot de tutelle, il a un sens institutionnel. Donc je pense qu'on doit arrêter de mettre la France sous tutelle. Je pense que les collectivités territoriales, nos régions, nos villes ont l'âge de raison, et plus, l'âge de la majorité, et qu'il faut sortir de cette tutelle de l'État central. Encore une fois, ce n'est pas du dogmatisme de ma part. Si c'était efficace, je dirais mais continuons comme ça. Il se trouve simplement que c'est inefficace et qu'aujourd'hui on se rend compte que cette tutelle, elle ne répond plus aux attentes de nos concitoyens. Ce qui explique peut-être aussi leur désintérêt pour la chose publique. Mais je le crois, et plus encore d'ailleurs dans certaines élections que d'autres. Le président de la République, bon bah ça intéresse. Les députés, on se demande bien à quoi ils servent, bah ça n'intéresse pas. Et objectivement, on peut se poser la question. Les régions, on ne sait pas ce qu'elles font. Donc on ne vote pas pour des régionales. Par contre, le maire, on devine ce qu'il fait, donc on vote pour le maire. L'abstention, elle n'est pas, comment dirais-je, monolithique. Si on regarde les chiffres, elle n'est pas systématiquement la même à quelques mois ou quelques années d'intervalle. Donc elle veut dire quelque chose. Il faut arrêter de croire que l'abstention, c'est seulement le fruit de la météo clémente ou des gens qui ont décidé de faire autre chose. Il y a une part forcément de gens qui ont décidé de faire autre chose, mais il n'y a pas que cela, pas dans de telles proportions. Quand il y a une personne sur deux qui décide de ne pas se déplacer à l'élection, c'est pas qu'il y a une personne sur deux qui n'était pas au courant que ce jour-là, il y avait un scrutin. Il y a un sens, et ce sens, il est avéré par justement les différents taux d'abstention. Vous venez de nous expliquer ce que vous ressentez profondément et que nous partageons sans doute majoritairement dans cette salle, mais pour étayer votre argumentation, vous avez écrit également la plupart, et vous l'avez déjà évoqué, mais j'aimerais que vous approfondissiez cette pensée, la plupart des grandes puissances mondiales
pratiquent le fédéralisme. Parmi les pays du G7, et nous y sommes aujourd'hui, 5 sur 7 sont des pays libéraux. Vous citez l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada. Vous ajoutez toutes les nouvelles grandes puissances, les BRICS, comme on les appelle, sont également des États fédéraux, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Mais ce qui nous interpelle, c'est que, un peu plus loin, vous écrivez, plus étonnant encore, ce fédéralisme caché va risquer de... Pardon. Va jusqu'à jusqu'à décréter, pardonnez-moi, que certaines parties du territoire français ne font pas partie de l'Union européenne. Et cette dernière partie de phrase fera le lien avec justement l'intervention de notre ami Didier Mauss. Parce que je vous l'ai dit, vous connaissez fort, et cette fin de phrase que je viens de lire, plus étonnant encore, ce fédéralisme caché va jusqu'à décréter que certaines parties du territoire français ne font pas partie de l'Union européenne. J'aimerais que vous nous disiez quelles sont les parties du territoire français auxquelles vous pensez, s'il vous plaît. Alors, pour répondre aux deux parties de votre question, chère Monique, sur le premier point, effectivement, alors, il y a certains grands États, grands par la superficie, par la population, par la dimension, dont on peut comprendre qu'ils soient des États fédéraux. Quand on regarde la Russie, on se doute bien qu'il faut une certaine forme de fédéralisme pour diriger un pays de cette dimension, alors même que par ailleurs il est très centralisé par certains aspects. Il y a des États qui sont fédéraux, j'allais dire, du fait de leur histoire. Là aussi, la construction fédérale, elle peut s'expliquer parce qu'il y a un certain nombre de territoires qui décident ensemble de faire État, et donc de faire fédération, parce que c'est quand même, quand on est un État souverain, le meilleur moyen de faire État souverain avec d'autres États souverains. Mais il y a aussi toute une série d'États qui, au moment de leur renaissance, ou au moment où progressivement dans leur histoire, sont devenus des États fédéraux ou quasi-fédéraux. Et ce sont des États qui, pour certains d'entre eux, ne sont pas plus grands que la France, voire même sont beaucoup plus petits. Et ce qu'on observe quand on regarde ces États, c'est que le fédéralisme leur permet... Parce que ce que souvent on reproche au fédéralisme, c'est de dire bah oui, mais on va dissoudre l'État. Voilà. L'État, la France, si vous la rendez fédérale, elle va se désagréger. Mais c'est l'inverse au contraire. C'est l'inverse, c'est un signe de cohésion, le fédéralisme. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'un certain nombre d'États, s'ils n'étaient pas fédéraux, auraient disparu. La Belgique, État unitaire, ne serait plus. Je ne suis pas certain que l'Espagne, État unitaire, existerait encore. Et je ne suis même pas tout à fait certain que l'Italie, s'il était encore aujourd'hui un véritable État unitaire, existerait toujours. Et donc finalement, ces États ont réussi à maintenir la cohésion de leur nation, de leur peuple, grâce au fédéralisme. Et je pense qu'aujourd'hui, la France est dans une situation où on a besoin de retrouver une cohésion nationale et où finalement la liberté donnera cette possibilité. La deuxième question que vous me posez, c'est à quelle partie du territoire, pardon, je pense quand je parle de fédéralisme caché, je parle évidemment des territoires ultramarins. Les territoires d'outre-mer sont des États fédérés au sein de la France. Ils ont leur propre législation, ils ont leur propre fiscalité, ils ont leur propre mode de gouvernement, avec une organisation qui d'ailleurs est différente pour chaque territoire. Et ils constituent les pays et territoires d'outre-mer au sens de l'Union européenne et donc sont en dehors du droit de l'Union européenne. Alors, au départ, on pouvait comprendre que ces territoires étaient en dehors de l'Union européenne, à l'époque où l'Union européenne prescrivait un certain nombre de règles qui s'appliquaient surtout aux territoires européens et qui étaient finalement des règles d'organisation d'un certain nombre de choses, notamment des échanges. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité
de notre législation nationale est issue de près ou de loin de l'Union européenne. Ça veut dire que finalement, ces territoires-là pourraient ne pas être soumis, ils le sont souvent par transposition, mais pourraient ne pas être soumis du tout à la majorité de la législation française, puisqu'elle est elle-même issue du droit européen. Donc finalement, on a là toutes les composantes des États fédérés. Simplement, on est sur des territoires d'outre-mer, pas toujours très éloignés d'ailleurs, parce qu'il y a au moins un territoire ultramarin qui d'ailleurs n'est pas qualifié comme tel, mais qui a sa propre organisation politique, ses propres règles, et qui probablement ira vers une autonomie plus grande dans les mois ou les années à venir. Je pense évidemment à la Corse, vous aviez traduit. Et donc, je ne vois pas quelle raison, et quand je dis raison, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire de manière rationnelle, on pourrait justifier que Saint-Pierre-et-Miquelon ait le droit à un statut particulier parce qu'il n'est pas très loin du Canada, et que par contre, j'en sais rien, moi, allez, je vais parler pour mes amis bretons, en voisin normand que je suis, pourquoi les Bretons ne pourraient pas avoir des règles particulières adaptées à leur territoire, avec une gouvernance locale et avec le droit, par exemple, de pratiquer leur langue régionale, parce que là aussi, il y a une peur de la liberté qui probablement avait du sens en 1789, mais qui, à mon avis, aujourd'hui, n'en a plus. Oui, c'est très intéressant cette allusion aux langues régionales, auquel je n'ai pas fait référence dans mes premières questions, mais j'aimerais que vous y reveniez parce que c'est une partie importante de votre livre, vous y revenez à plusieurs reprises. Expliquez-moi l'unité de la France et cette façon que vous avez de faire l'éloge finalement des langues régionales. Parce que là, nous sommes au cœur d'un vrai questionnement politique qui ressurgit chaque fois que nous avons, par exemple, des élections régionales, notamment. Mais alors, tout à fait, et c'est pas un hasard, parce que cette peur endémique de la liberté des territoires, qui, encore une fois, historiquement a du sens. C'est-à-dire qu'on part d'une situation d'anarchie territoriale au moment de la Révolution française, et pour faire État, il faut faire unité. Là, ça a du sens. Mais aujourd'hui, je pense que les Bretons, les Normands, l'Aquitaine, les Lyonnais ou les Niçois se sentent français. Et leur laisser la liberté de pratiquer des langues régionales, y compris d'une manière qui soit la plus officielle possible, ne me semble pas du tout aller à l'encontre de cette unité nationale, ni même d'ailleurs à la pratique du français, parce qu'on le voit bien, les langues véhiculaires internationales, quand elles sont pratiquées dans un État, elles continuent de rester la langue véhiculaire majoritaire et pratiquée dans l'État. Je prendrais bien un exemple d'actualité très triste, mais vous avez dans toute l'ex-Union soviétique, y compris en Ukraine, des populations majoritairement russophones qui pratiquent le russe presque plus que leur langue nationale dans un certain nombre de cas. Je ne parle pas seulement, en l'occurrence s'agissant de l'Ukraine, des régions strictement russophones, mais il se trouve que j'ai une partie de ma famille là-bas, qu'ils pratiquaient l'ukrainien, j'allais dire à la maison, comme ça, en famille, mais enfin que la langue véhiculaire, ça restait le russe. Pourquoi? Parce que dès qu'on avait des relations avec l'extérieur des frontières, la langue véhiculaire devenait le russe et qu'avec les étrangers, on parlait russe. Donc en France, on continuera de parler français, même si on laisse les Bretons parler breton. Alors il y a eu des progrès en la matière, hein, mais on pourrait tout à fait imaginer avoir un multilinguisme. Je ne vais pas vous donner l'exemple de la Suisse ou de la Belgique. Enfin... oui, la Belgique est un exemple intéressant. Moi, je trouve que la Belgique est un exemple... francophone et flamand. Et néerlandophone, absolument. Mais la Suisse pratique, je le rappelle, hein, des langues que sont l'italien, l'allemand et le français, de manière officielle, et selon les cantons, il y a une langue officielle, et il n'empêche que quand vous allez dans l'un ou l'autre de ces cantons, vous pouvez pratiquer le français et tout le monde vous comprend. Parfois pas semblant de ne pas le faire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas envie. Mais là... Et surtout, après, vous avez des langues véhiculaires de substitution qui se mettent en place également.
Donc je pense que c'est pas ça qui... Je pense que la défense de la francophonie passe par autre chose, et d'ailleurs pour preuve, les plus grandes villes francophones du monde, elles ne sont pas en France. Elles sont en Afrique, évidemment. Bien, merci Grégory pour toutes ces précisions. Alors Didier Mauss, je me tourne vers vous, puisque vous nous avez fait le plaisir et l'honneur de partager cette soirée avec nous. Alors je vais rappeler quand même quelques éléments que nous connaissons tous, mais il est bon de rappeler qui sont les personnes qui nous entourent. Vous êtes un sage, vous faites, comme on dit, autorité. Vous êtes un haut fonctionnaire, un élu local, et surtout vous avez été conseiller d'État, pour ne citer que quelques fonctions et titres. Vous êtes membre du Parti radical et nous avons l'honneur de vous compter comme président de la commission des statuts. Alors Didier Mauss, nous allons commencer par faire un peu de science-fiction. Avant que vous répondiez, j'ai vu que vous aviez pris beaucoup de notes au propos de Grégory Berkowitz. Alors imaginons, Grégory Berkowitz est président de la République, je suis Premier ministre, et nous avons obtenu le pouvoir de changer la Constitution. Alors pour le constitutionnaliste que vous êtes, quels seraient les bouleversements attendus dans de nombreux domaines, j'imagine, dont celui de la fiscalité? Et si je vous pose cette question, c'est parce que le titre de Grégory, le sous-titre, plaidoyer pour une 6e République des territoires interpellés. Donc voilà, nous sommes en pleine science-fiction, mais imaginons. Bien, merci beaucoup de ces questions. Pas très facile de répondre tout de suite, alors je vais prendre un tout petit peu de temps avant. Voilà, et merci d'abord de m'avoir invité. Je suis un habitué de cette salle. Bon, voilà. Donc ce n'est pas une grande nouveauté pour moi d'être ici. Il m'est arrivé de participer à des entretiens de Valois dans le passé. Et donc je voudrais dire que je suis absolument ravi d'être là avec Grégory et Monique, parce que parler de l'avenir institutionnel de la France, de la République, c'est toujours quelque chose d'important, quels que soient, j'allais dire, les accords ou les désaccords qu'on peut avoir. Ce sont des sujets suffisamment essentiels pour qu'on en parle sans arrêt. Alors, par rapport à ça, simplement un ou deux mots avant d'en venir à votre réponse directe. Le fédéralisme, c'est une solution que la France n'a jamais essayée. Bon. Il se trouve notre culture historique et juridique, en tout cas depuis 1789, point de rupture important, n'est pas une culture fédérale. Même si on a eu une fête de la fédération le 14 juillet 1790. Bon, donc là, les choses sont claires. Je expliquerai un peu tout à l'heure pourquoi on est dans cette situation, mais ce n'est pas qu'un réflexe naturel de notre part, bien au contraire. Alors, un mot des grands États fédéraux. Grégory extrapole un tout petit peu. J'allais dire, si un étudiant de première année ou de doctorat me disait l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne sont des fédérations, je prendrais ma plume rouge et je leur dirais non, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Juridiquement, ce ne sont pas des fédérations. Ce sont des États à forte autonomie, à forte différenciation, mais ce ne sont pas des fédérations pour une raison assez simple. La fédération, c'est la mise en commun de ce qui est indispensable à partir des territoires de base. C'est un mouvement ascendant. C'est l'exemple qu'on cite toujours, aussi bien de la Suisse pour des raisons historiques que des États-Unis. Il faut toujours se souvenir que les États-Unis ont commencé à 13 colonies, ils en sont à 50. Donc voilà, à chaque fois on rajoute un État, et le fédéralisme pour ça est assez bon. Le mouvement qui part du haut, qui va vers le bas, ce qui est le mouvement anglais, espagnol ou italien, nous avons tendance à dire c'est de la décentralisation, c'est de l'état des autonomies. Ce n'est pas dans la théorie pure du fédéralisme, parce qu'il n'y a pas de pacte fédéral à ce moment-là. Il y a un pacte national qui se répartit sur le territoire, mais il n'y a pas une agrégation de volonté commune. Alors, dans la réalité, ça peut être exactement la même chose, mais du point de vue du vocabulaire, ça ne l'est pas. Et si quelqu'un, vous avez la bouteille d'eau quelque part, parce que je m'en sors aujourd'hui. Excusez, merci. Je me souviens, il y a une lointaine époque où M.
Blair avait un programme constitutionnel important pour l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne. Et un jour, on fait venir à Paris, je ne sais plus qui pour en parler, on fait une réunion à l'ambassade de Grande-Bretagne, et il dit voilà, on va faire l'autonomie en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande, etc. Et quelqu'un dans l'Assemblée, pas moi, lui dit mais vous êtes en train de faire une fédération. Et là, ouvert de grands yeux, il dit oh, qu'est-ce que c'est que ça, nous on ne connaît pas. Donc c'était vraiment pas du tout sa culture non plus. Il dit simplement on redonne des pouvoirs à des territoires, pas les mêmes d'ailleurs à tous, hein, parce que voilà. Donc il faut faire attention quand même au vocabulaire, et j'allais dire là, je suis un peu plus prudent que Grégory, mais c'est normal, lui il a envie de faire avancer les choses, et moi j'essaye je reste un petit peu avec mon comportement de prof, qui consiste à dire, utiliser les bonnes expressions à un moment donné, mais je reviendrai sur le problème de la réalité. Alors, votre question de science-fiction. Bon, d'abord, bravo. Vous avez toutes les félicitations des gens qui sont dans cette salle pour la présidence de la République et le fait d'être Premier ministre. Et nous sommes heureux d'avoir une femme comme Premier ministre. Et visiblement, vous êtes plus compétente que celle qu'on a en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la Constitution? D'abord, la Constitution, ça se change. Il n'y a aucun tabou à cet égard. Il faut être clair là-dessus. Une Constitution n'est pas éternelle. Et il faut l'adapter à un moment donné. Et le général de Gaulle disait toujours, dites-moi pour quel pays, à quelle époque. Bon, et puis on verra ce qu'on fait. Et notamment sur quelques mécanismes très précis, dont les mécanismes électoraux. Donc on peut changer. L'expression de 6e République, elle n'est pas nouvelle. Bon, elle a été utilisée pour la première fois par Maurice Duverger au début des années 60, quand on ne donnait pas grand-chose comme espérance de vie à la 5e République, qui pour l'instant a tenu le coup, et Maurice Duverger, qui était un des grands oracles de l'époque, mais qui avait comme particularité, comme beaucoup d'oracles, de se tromper à tous les coups, avait fait un petit bouquin, Demain la 6e République. Bon. Et donc l'expression, elle a été popularisée par Mélenchon depuis une dizaine d'années, en disant il faut changer de République. Alors est-ce qu'il faut changer le numéro? J'en sais rien. En tout cas, c'est très difficile de changer le numéro parce que le numéro n'est pas officiel. Bon, on ne sait pas, on sait changer de constitution, je n'ai pas changé de république. Il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, quelques autres régimes entre-temps, mais l'expression 5e République, c'est une expression d'historien, voire de jeu, c'est pas une expression de droit positif. Donc ça n'a aucune espèce d'importance de savoir si on dit 6e ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est dans la manière dont Grégory l'utilise, elle est aux antipodes de l'utilisation de M. Mélenchon. M. Mélenchon, il n'est pas du tout pour une structure fédérale, il est pour un pouvoir de plus en plus fort, à condition que ce soit lui qui l'exerce. Ce que je comprends d'ailleurs, hein, voilà, bon, il n'est pas le seul à dire ça, hein, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, quel que soit le discours. Alors, comment est-ce qu'on peut la changer? C'est assez facile. Bon, il faut qu'il y ait une initiative gouvernementale ou parlementaire. Du côté gouvernemental, c'est le président de la République, d'ailleurs, un privilège du président de la République de proposer la modification de la Constitution. C'est le seul cas où le président de la République est l'auteur d'un projet de loi. Et pour une raison assez simple, c'est qu'il est le garant de la Constitution. Et donc on part du principe qu'il ne proposera pas des réformes constitutionnelles qui seraient contraires, disons, à la cohérence de la Constitution. Bon, c'est le seul cas. Ce qui, de temps en temps, et la révision de 2008, qui est la dernière en date, elle est due à M. Sarkozy, elle est due à personne d'autre. Et ce qu'on a mis dedans, c'était de lui. Bon, après, une fois qu'on a un texte, bon, il faut le faire voter par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est pas très facile, parce que il faut savoir ce qu'on donne comme petite prime au Sénat à chaque fois. Les sénateurs, depuis qu'on révise la Constitution assez souvent, ont une manie, c'est on ne votera votre texte, qui ne nous intéresse absolument pas, qu'à condition que le Sénat récupère quelque chose au passage. Il y a un moment où ça devient difficile, la priorité pour ceci, le blocage sur cela, enfin bon, à chaque fois il faut donner, bon j'ose pas dire des cacahuètes, hein, vous mettrez ça, mais il faut donner un petit peu son obol au Sénat si on veut qu'il vote. Bon. Partons du principe que l'Assemblée nationale et le Sénat se sont mis d'accord sur un texte. Si c'est une proposition de loi constitutionnelle, c'est-à-dire une initiative d'un parlementaire, ce qui est le cas par exemple aujourd'hui sur l'IVG, il faut un référendum obligatoirement. Bon.
On n'a jamais eu de référendum de cette origine-là, jamais. Parce qu'on n'a jamais eu de proposition de loi constitutionnelle qui ont été jusqu'au bout. Mais il faut un référendum. Si c'est un projet de loi constitutionnelle, c'est-à-dire c'est l'habitude, les 24 qu'on a eu, bon, il y a eu quelques procédures un peu différentes, mais c'est ou le référendum, ça on peut le faire, ou le congrès du Parlement. Et pour l'essentiel, c'est le congrès du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont réunis ensemble à Versailles, et il faut qu'ils votent aux 3/5 des suffrages exprimés. Pour le référendum, on l'a fait, mais bon, c'est pas ce qui est le plus facile. Pour faire un référendum, il faut qu'il y ait un très bon sujet, un peu conflictuel, mais pas trop, et qui intéresse les gens. Parce que sinon, on ne va pas voter. Bon, je vais dire un mot de l'abstention, mais si vous ne comprenez pas pourquoi on fait un référendum, on ne va pas voter. Et ça a été le problème de passer du septennat au quinquennat, où il y a eu une abstention énorme, parce que les gens n'avaient pas compris ce que j'admets volontiers, quel était l'intérêt de passer de 7 ans à 5 ans. Et comme ils n'ont toujours pas compris aujourd'hui, moi non plus d'ailleurs, mais on est dans un problème difficile de référendum. Bon, voilà, grosso modo, les preuves de procédure. Alors, qu'est-ce que j'aurais tendance à mettre? Ben, ça, c'est une colle. Parce que moi, je pars d'un principe, je laisse de côté l'hypothèse de Grégory, pour l'instant, je vais y revenir, qui est de changer complètement la Constitution. Bon, ça, refaire une Constitution, c'est pas la réviser, hein, c'est refaire une Constitution, on change le modèle politique, bon, donc ça, la procédure pourrait être la même, on peut en faire une autre, on peut élire une constituante, on peut faire une loi constitutionnelle spéciale. Bon, je reste dans le domaine classique là. Moi je pars du principe qu'il faut ne modifier la Constitution que quand vraiment il y en a besoin. Or, dans quel cas est-ce qu'on a besoin de modifier la Constitution? Bon, la première hypothèse, c'est parce qu'on veut modifier quelque chose qui est dans la Constitution. Bon, je citais l'exemple 5 ans pour le mandat présidentiel. Si vous voulez modifier une ligne ou même un point dans la Constitution, il faut réviser la Constitution. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Bon. Donc ça, c'est déjà pas mal de choses. En 2008, ça a été la raison fondamentale de modifier cette chose. Il y a une deuxième raison, c'est vous avez une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui s'impose à vous et qui a empêché une réforme. Bon, parce que la loi a été jugée contraire à la Constitution. Bon, dans ce cas-là, si on veut que la loi passe, il faut réviser la Constitution. Ce n'est pas une obligation. Quand on a voulu faire la taxe carbone, l'éco-taxe, je ne sais plus comment on l'appelait, anti-pollution, le Conseil constitutionnel, pour des raisons de respect du principe d'égalité, a dit que c'était contraire à la Constitution. Le gouvernement a abandonné. On n'a pas modifié la Constitution là-dessus parce qu'il est probable que c'était trop difficile. Et puis la troisième raison, c'est quand il y a des impératifs européens, ou même internationaux au sens large. Nous signons des traités, et l'application de ces traités nécessite une révision de la Constitution. Voilà. Alors je prends l'exemple, je suis un petit peu long, mais je fais un peu de pédagogie. Je prends la situation d'aujourd'hui. Bon. Depuis 48 heures, on est lundi, ou depuis vendredi, vous entendez partout, il faut mettre l'IVG dans la Constitution. Bon. Pourquoi? Parce que les Américains, la Cour suprême américaine a rendu cette décision assez idiote, je dois dire, mais se comprend aux États-Unis, qui, contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, n'interdit pas l'IVG, simplement elle donne à chaque État la possibilité de l'autoriser ou de ne pas l'autoriser, ce qui, dans certains cas, évidemment, l'interdira et dans d'autres l'autorisera. Alors que jusqu'alors, la jurisprudence était, vous n'avez pas le droit de l'interdire du tout. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qui se passe en France? Alors, qu'est-ce qui se passe en France là-dessus? La loi Veil, en 1975, a été déclarée parfaitement conforme à la Constitution, sans aucune réserve, ni hésitation, ni murmure, rien. Bon. Donc, elle est là. C'est pas la peine de rajouter dans la Constitution ce qui a déjà été jugé conforme à la Constitution. Et ça a été jugé conforme à la Constitution en fonction de telle ou telle autre chose. D'ailleurs, ils ne se sont pas prononcés beaucoup sur quel était le fondement de la constitutionnalité. Mais peu importe, elle est constitutionnelle. Est-ce qu'il y a un risque, à vue humaine, c'est-à-dire grosso modo à 10 ans en ce moment, qu'on revienne sur cette loi et qu'on ait un problème de constitutionnalité? Non. Moi, je ne vois pas, dans le contexte politique, même mauvais,
que l'on a en ce moment, comment ça pourrait se passer. Et donc, mettre quelque chose de plus dans la Constitution, à propos de l'IVG, c'est politiquement extrêmement fort. Il n'y a aucun doute là-dessus, je ne veux pas confondre l'aspect juridique et l'aspect politique. Je comprends parfaitement la préoccupation politique, surtout en ce moment où il faut trouver des sujets qui suscitent un peu l'enthousiasme et le consensus. Mais d'un point de vue de l'orthodoxie juridique, on n'en a pas besoin. Bon, alors voilà, je vous dis ça en passant parce que ça joue un petit peu sur ce que vous disiez là. Voilà un petit peu. Bon. Alors, qu'est-ce que d'autre il faudrait changer? Là, vous me posez vraiment une colle. Parce que j'aurais tendance à vous dire, il faut revenir sur quelques mauvaises réformes de 2008. En 2008, on a beaucoup modifié la procédure parlementaire, on a enlevé les pouvoirs au gouvernement. Par exemple, l'article 49, l'alinéa 3, qui n'est plus possible qu'une fois par session et non plus à répétition, comme on l'a fait quelquefois avec M. Barbe ou M. Rocard. On discute sur le texte de la commission, non plus sur le texte du gouvernement. Bon, tout ça, ce sont des mesures relatives qui apparaissent comme techniques, mais qui ont eu, à mon avis, des effets assez dramatiques sur la qualité de la loi, sur le volume de la loi. Bon, je l'avais dit à l'époque, je me suis fait traiter de vieux réactionnaire, et donc comme 15 ans après, c'est encore pire. Hein, je veux dire, voilà, j'ai pris 15 ans de plus et je suis encore plus réactionnaire. Mais je crois que c'est là-dessus qu'il faudrait revenir si on veut que le gouvernement puisse un peu plus facilement gouverner. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans la Constitution un article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le Parlement est là pour voter la loi, la modifier, il est là pour renverser le gouvernement s'il n'est pas d'accord. Et ça, c'est un droit absolument fondamental, mais dont il ne s'est pas servi depuis la nuit du 4 au 5 octobre 1962. Bon, pourquoi? Parce que les députés savent très bien que s'ils renversent le gouvernement autrement que pour des raisons de pure circonstance, il y aura une dissolution. C'est un droit fondamental du président de la République. Et les députés, bon, on les connaît tous assez bien, hein, il y en a qui même qui ont eu envie de l'être, ils n'aiment pas se retrouver devant leurs électeurs. Non, parce que les électeurs sont des gens insaisissables. Donc la dissolution est dangereuse. Il faut expliquer pourquoi on a voté contre le gouvernement quand on était dans sa majorité avant. Bon, c'est un exercice un peu difficile. Moi, je me souviens d'un député que mon ami Jean-Christophe connaissait bien, qui était un député de Seine-et-Marne, illustre, Didier Julia, illustre député, 40 ans de mandat. Et qui, au moment des péripéties de M. Barre, fin des années 70, hein, 79-80, à un moment où les gaullistes avaient toutes les raisons de voter la censure, disait il ne faut pas ajouter la crise politique à la crise économique. Ça voulait dire en clair, comme on a été élu avec les Giscardiens, comment est-ce qu'on va l'expliquer qu'on n'est plus avec eux? Alors, c'est très trivial, hein, quelquefois, la politique et même la Constitution. Alors, c'est là-dessus qu'il faudrait revenir, on n'y reviendra pas. Pour le reste, bon, il y a 2 ou 3 bricoles au détail, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, je trouve que la Constitution ne marche pas si mal. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là, il y a des gens qui vous disent que ça va être la catastrophe, je ne le crois pas. On a quelques armes. Et je termine sur cette là, je suis un peu long, encore plus que Grégory. Mais bien que je ne sois pas avocat. Mais je reviens d'un mot là-dessus. Le problème, c'est de savoir comment les forces politiques vont se comporter. Voilà. Est-ce qu'elles ont envie, ou est-ce qu'elles sont capables d'être, entre guillemets, raisonnables, ou est-ce qu'elles veulent aller vers le clash? Ce qui est possible, il n'y a pas de majorité positive dans l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. Bon. Est-ce qu'il y a une majorité négative? Je n'en sais rien. Autant je peux vous dire qu'il n'y a pas de majorité positive, autant je ne sais pas s'il y a une majorité négative. Parce que pour qu'il y ait une majorité négative, il faudrait qu'il y ait une motion de censure qui soit votée par la gauche, par le RN, c'est pas très compliqué, et par les Républicains. Là, il y a une majorité négative. Est-ce que les Républicains prendront le risque? Jusqu'à présent, ils ont dit qu'ils ne le prendraient pas. On verra ce qui se passe par la suite. Alors, je n'ai pas répondu encore sur le fédéralisme, mais je pense que c'est pour la question d'après. Mais ce que vous venez de nous expliquer est tout à fait intéressant et je voudrais qu'on reste encore une minute sur
sur l'actualité parce que, à travers les médias, nous entendons des rumeurs qui peut-être peuvent déstabiliser nos concitoyens qui n'en ont pas besoin. Si nous étions, par exemple, un État fédéral comme les États-Unis, le président de la République aurait-il pu rester en place après les élections législatives telles que nous venons de les vivre en France? Parce que cette question, elle est là, il aurait pu. elle traverse... Le régime américain est un régime que personne n'a été capable de copier ailleurs. Personne. Et j'ai aperçu tout à l'heure qu'il y avait quelque part une photo de Mendes. Je ne sais plus où il est par là. Voilà. Bon, je me souviens des discussions avec Pierre Mendès France dans les périodes 68 et autres, et où un certain nombre de gens lui disaient il faut qu'on fasse un régime présidentiel en France. Et il disait une chose qui est tout à fait claire, le seul régime présidentiel démocratique que je connais, c'est celui des États-Unis, et il est intransposable ailleurs. Il y a deux choses que vous ne pouvez pas transposer, c'est le régime américain, parce qu'il y a 50 États, je vais y revenir, et c'est la reine d'Angleterre. Ça, vous ne savez pas copier la reine d'Angleterre, vous allez beau faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à avoir une reine ou un chef d'État qui dure 70 ans, c'est pas, et qui ait des chapeaux verts aussi jolis. Donc ça on n'y arrive pas. On arrive à faire des présidents à l'anglaise, ça on est arrivé à mais une reine d'Angleterre, on ne peut pas. Bon. Alors, sur la question typique des États-Unis, oui, un président américain n'a pas le droit de dissolution. Et on n'est pas dans un régime où le gouvernement est celui du président responsable devant le Parlement, en l'occurrence la Chambre des représentants ou le Sénat. Le gouvernement américain n'est pas une collectivité, n'est pas un groupe. Ce sont des séries d'individus qui ont des responsabilités. Il n'y a pas de chef de gouvernement. Le chef du gouvernement en tant que tel, c'est le président, mais il réunit quasiment jamais son gouvernement. Il n'y a pas, par exemple, en Allemagne, bon, qui est un vrai régime parlementaire d'une banalité crasse, au-delà de l'aspect fédéral, il y a une formule dans la constitution allemande, le chancelier fédéral coordonne l'action des ministres. Nous, on dit que le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, ce qui n'est déjà pas la même chose. Hein. Coordonner ce que font A, B, C, D, ou dire je dirige, c'est pas pareil du tout. Hein. Voilà. Et donc, aux États-Unis, il n'y a rien de tout ça. Donc, la réponse à votre question, c'est on n'a jamais vu un président américain démissionner à cause d'élections négatives. Jamais. Parce que ça n'a pas de sens. Bon, le compromis il sera difficile à trouver dans certains cas. Il y a des jours où on ne paye plus les fonctionnaires et il faut trouver des solutions. Mais le régime américain est un régime extrêmement dur. On en fait l'éloge souvent. Nous avons un mal fou à le comprendre. Bon, et là, on touche vraiment au fédéralisme. Hein. Bon. Et je comprends, je vais y insister quelques minutes là-dessus. Nous ne comprenons rien au fédéralisme. Je m'étais amusé un jour, vous avez entendu parler de M. Sarkozy, qui est devenu président de la République un jour comme ça, même avec le soutien des radicaux. Et dans les premières mesures qu'il a fait voter par le Parlement, puisqu'il avait une majorité, il y avait, je ne sais plus quoi, sur l'université, il y avait 5 ou 6 lois qu'il a fait voter comme étant des mesures d'urgence. Et j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que ces mesures sont du domaine du Congrès américain ? Est-ce que le Parlement... Alors, à mon avis, c'était non. Comme je n'étais pas très sûr de moi, j'envoie un petit message à une de mes collègues, qui est une très bonne spécialiste des États-Unis, et je lui dis, écoutez, à mon avis, les 5 ou 6 lois emblématiques de Sarkozy ne sont pas du domaine fédéral aux États-Unis. Et elle me répond, Didier, vous avez totalement raison. Bon, y compris les questions fiscales. Toutes les séries américaines nous ont montré ce qu'est le mariage à Las Vegas. Bon, où ça n'a rien à voir avec la publication des bancs dans nos mairies rurales. Et c'est ça notre difficulté de base en réalité. Je le dis de manière un peu humoristique parce qu'il est l'heure de l'être. Mais notre difficulté de base par rapport au régime fédéral, c'est d'admettre que la loi n'est pas la même à Dunkerque et à Perpignan, à Belfort et à Brest. Et là, Grégory a raison. On peut peut-être aller vers ça. Mais est-ce que notre corps social est prêt à l'accepter? Hein, c'est pas un problème de construction juridique. Juridiquement, tu as fait un projet, bon,
il mérite sûrement une très bonne note, en tout cas moi je lui mettrais une très bonne note. Bon, je dirais qu'on peut améliorer tel ou tel article, mais ça n'a aucune espèce d'importance, là, à ce stade. La question c'est de savoir, est-ce qu'il est acceptable pour le corps social? Et on retombe sur ce problème fédéralisme et décentralisation. Nous sommes d'accord, enfin moi je suis d'accord avec toi, et que beaucoup d'autres dans cette maison d'ailleurs et ailleurs, sur le fait qu'il faut donner plus de liberté aux collectivités locales. Bon, j'ai été élu pendant longtemps à rien foutre, et puis j'ai fait un mandat de maire qui s'est terminé il y a 2 ans, et je suis devenu un partisan acharné de l'autonomie locale, des pouvoirs locaux. D'ailleurs, il y a un certain nombre de choses que si je n'aurais pas pu faire, si j'avais été respectueux, peut-être un peu plus de la hiérarchie administrative. Bon, il faut de temps en temps savoir s'en écarter. Mais jusqu'où? Et il m'est arrivé l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, rencontrant des présidents de conseils départementaux, structures dont je ne sais pas très bien quoi faire, tu as raison, de leur dire, vous demandez plus de pouvoir, bien. Alors moi je voudrais savoir dans quel domaine vous les demandez. Parce que ça m'intéresse. Je suis prêt moi à faire le discours sur il faut plus de compétences dans les départements, dans les régions. Les communes n'ont pas besoin de grand chose, hein, parce qu'on a déjà beaucoup de choses. Et puis il y a les petites, les grandes, il y a les intercos, enfin bon, c'est pas là où se situe le problème aujourd'hui. Et j'attends les réponses. Personne n'était capable de me dire on voudrait véritablement telle compétence. C'est comme un problème ça. Hein. Qu'est-ce qu'on veut exercer comme compétence réelle? Alors qu'il y en a qui sont... Non, est-ce que par exemple, il faut fusionner les compétences collège et lycée? Est-ce qu'il faut récupérer au niveau du département plus de compétences sociales? Il y en a déjà beaucoup, quitte à ce que les indemnités ne soient pas les mêmes d'un département à l'autre. Aïe, 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 vous voyez le truc, hein. Bon, est-ce qu'en matière territoriale, en matière d'équipement, il faut plus de compétences? Est-ce qu'il faut supprimer encore un peu plus les compétences des routes nationales? Dernier exemple de ce que je veux quand même, c'est les régions. Il y a combien de temps? Longtemps. Bon, j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus de rien. Non mais, bon, je ne sais plus quel était le ministre de la Culture d'en face, mais sûrement un gars très bien, ou une femme très bien. Il a dit, écoutez, il y en a ras-le-bol que tous ces grands équipements culturels appartiennent à l'État. Que ce soit d'ailleurs les cathédrales, les opéras, les centres dramatiques, etc. Vous n'avez pas idée. Est-ce qu'il est normal que ce soit le ministre de la Culture qui nomme le directeur de l'Opéra de Marseille? Bon, alors il a dit, je propose aux régions de reprendre en gestion, on leur donnera de l'argent, un certain nombre d'équipements culturels. Zéro quasiment. Personne n'a voulu. Alors évidemment, sur des gouffres afriques. Mais en même temps, bon, c'est pas inintéressant. Bon, je laisse un peu de côté les cathédrales parce que ça on met encore, j'allais dire. Au moins, elles seraient beaucoup plus entretenues si elles appartenaient aux régions parce que les régions seraient obligées de les entretenir. Bon. Mais prenez les grands équipements culturels. Bon, on a un mal fou à faire passer l'idée qu'il faut que ce soit des compétences régionales, voire interrégionales. Allez dire à un Américain que le directeur de l'Opéra du Rhin à Strasbourg est nommé rue de Valois, bon, il vous regardera avec de grands yeux, il vous dira mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Que même le Metropolitan Museum, bon, que le musée des Beaux-Arts de Lyon ou de je ne sais pas où, soit sous une tutelle aussi présente de l'État. Et ça vraiment, j'évoque ce côté culturel parce que, d'abord parce que Grégory en parle, et que je considère que c'est un domaine où on pourrait, sans risquer entre guillemets, des conséquences négatives, d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut que la culture, aussi bien dans la création que dans la conservation du patrimoine, soit un problème local, et non plus... Mais local, il peut être intercommunal, il peut être départemental, il peut être régional. Hein. Et si vous voulez, il y a une vraie difficulté, parce que à dire, qu'est-ce que c'est que la subsidiarité, là? Tu le dis. Et tu as une phrase qui est la phrase banale, si j'ose dire. Il faut gérer les équipements au niveau le plus adéquat. C'est ce que tu dis. Hein, ouais. Quel est le niveau le plus adéquat? J'en sais rien. Et je termine quand même.
Mais un territoire que mon ami Christophe connaît bien, bon, quand j'étais maire, je faisais partie d'une communauté de communes, d'agglomération, qui était une expression idiote, mais enfin, de 26 communes. Bon, territoire immense, hein. Bon. 3/4 d'heure pour aller d'une commune à l'autre. Il y avait des endroits, il fallait prendre l'autoroute pour aller d'une commune à l'autre, complètement. Bon. Enfin, un jour, on décide de s'occuper des équipements sportifs. Ce qui est assez logique d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'on met dans la corbeille communautaire en matière d'équipements sportifs? Bon, est-ce qu'on met tout, est-ce qu'on en met une partie, etc. Alors, moi qui suis anti-sportif à souhait et qui n'y connaissais rien, qui ne m'occupait jamais des problèmes de sport, je me suis dit là, c'est pas un problème de sport, c'est un problème d'investissement. Donc, j'ai été dans la commission et j'ai dit, et je suis arrivé à faire admettre la chose suivante, c'est qu'on ne communautarisait, au moins pour l'instant, que les équipements qui avaient un intérêt communautaire, c'est-à-dire qui dépassaient le cadre d'une commune. Pour ceux qui étaient uniques, bon, on a une grande piscine, on a une seule grande piscine sur ce territoire, bon, il est évident qu'il y a des communautaires. Bon, mais on a 20 petits terrains de foot, pas 26 parce qu'il y a des communes vraiment. Est-ce qu'il faut communautariser l'herbe sur laquelle, avec 2 poteaux, les gosses sont en train de taper le ballon? Honnêtement, ça n'a pas de sens. Bon, et donc, il y avait toute la catégorie intermédiaire. On est arrivé à faire une règle du jeu d'ailleurs assez bien, assez précise. Ça a été un peu compliqué parce que évidemment derrière il y a l'argent. Eh oui. Bon. Et l'indépendance des uns et des autres. Bon. Est-ce qu'il est nécessaire de faire gérer par un échelon supérieur des équipements? Alors, je pense qu'il y a 2 domaines d'équipement. Hein, c'est le sport et la culture. Qui ne sont utilisés que par une partie très limitée du territoire. Une question à laquelle il n'y a pas de réponse, mais il faut quand même la poser de temps en temps. Bon, je m'arrête parce que si je commence à raconter mes souvenirs, on est foutu. Non, merci beaucoup pour ces explications passionnantes. Je vous rassure. Mais le fédéralisme, bon, je reviens quand même d'un mot parce que c'est quand même le sujet du jour. C'est pour ça, il est très difficile en Europe, très difficile, de savoir quelle est la réalité de l'autonomie locale. Est-ce que la Catalogne, qui est une parcelle de l'Espagne, qui n'est pas une fédération, il n'y a aucun doute là-dessus, est plus autonome qu'un des Länder allemands? À mon avis, oui. En partie pour des raisons politiques d'ailleurs. Par rapport à un canton suisse, difficile à dire. Par rapport à la Sicile ou la Sardaigne, qui ont des statuts périphériques en Italie, certainement la Catalogne a beaucoup plus d'autonomie, 10 fois plus. Mais en Italie, il y a aussi le Trentin, le Haut-Adige, le Trentin Haut-Adige qui a un statut de pas. Il y a le Val d'Aoste. Bon. Donc tout ça est très très difficile à mesurer et je ne connais personne qui était capable de faire une échelle d'autonomie. Parce que l'échelle d'autonomie, c'est le fric, passez-moi l'expression. Et c'est ça le nerf de la guerre. Si vous avez un système, qui est le cas français, où on a des institutions qui sont parfaites, les institutions territoriales sont parfaites, bon, on leur a donné un certain nombre de compétences. Bon, on n'a rien transféré, grosso modo, en matière d'argent. Bon, voilà. Et donc, à quoi ça sert de dire que vous êtes compétent pour les collèges si on ne vous donne pas un peu plus d'argent? Je veux vraiment finir, mais je veux du concret pour voir ce que ça. Tu m'excuseras d'être un peu bavard. Je t'en prie. Mais je le savais en m'invitant. Bon, prenez les collèges. Bon, les collèges maintenant relèvent des départements. Très bien. Bon, c'est pas idiot. Quand on a transféré les collèges au département, ils étaient dans un état effroyable. L'État a dit, je vous transfère collectivement, avec une clé de répartition, les crédits que je consacre à l'entretien des collèges, c'est-à-dire peanuts. Bon, ah oui. Bon, 15 ans ou 20 ans après, ça fait combien de temps qu'on a la compétence collège? Ça fait au moins 25 ans, c'est depuis 82, 83. Les collèges ont été considérablement rénovés, on en a construit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a des élus locaux qui, comme vous le disiez, ou Grégory le disait, se font engueuler le dimanche matin sur un marché. Hein? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Gérard Larcher qui le dit. Et on a pris le modèle qui est bon,
des écoles communales. Les écoles communales, sauf à Marseille, sont en bon état, mais parce que c'est la commune qui les gère. Bon, et moi, dans ma commune, s'il manquait un bouton de porte, je me faisais engueuler. Donc, on a mis et on faisait immédiatement ce qu'il fallait. Bon. Et donc, ça, j'allais dire, c'est tout à fait fondamental. C'est pas du fédéralisme. Bon, ça a coûté cher, parce qu'on a mis de l'argent, mais c'est aussi la qualité de vie des gens. Et il faut remplacer l'impuissance de l'État, dans un certain nombre d'hypothèses, par la capacité locale à développer, construire et gérer. Voilà. Mais que ça soit du fédéralisme ou de la décentralisation, moi, ça m'est égal. Merci. Bon, allez, je m'arrête. Merci beaucoup. Alors. Réponds, vas-y. Oui, juste quelques remarques. D'abord, monsieur le professeur, vous avez tout à fait raison sur un point, c'est que l'Espagne, l'Italie, je parlais aussi... c'était la Grande-Bretagne, je crois, dans le livre. Oui, dans le oui. livre, c'est la Grande-Bretagne. Oui. J'ai parlé de quasi-fédération. Oui, c'est vrai. J'ai parlé de quasi-fédération À la fin, parce qu'effectivement, ce ne sont pas des pouvoirs fédéraux à l'évidence du point de vue strictement juridique. En revanche, et comme le disait Didier à l'instant, j'ai le sentiment que la Catalogne a probablement plus d'autonomie Que le Bade-Württemberg. Pourquoi ? Pour des raisons politiques, pour des raisons aussi de puissance historique, de puissance financière. Et économique. Et puis parce que, au fond, le fédéralisme allemand, et c'est assez intéressant, d'ailleurs, je me demande si ce fédéralisme, il est ascendant ou pas. Le fédéralisme allemand, c'est une histoire. L'Allemagne a toujours eu un territoire morcelé, avec des rois partout, des principautés partout. Enfin, c'est ce qui permet d'avoir encore des quantités de familles royales allemandes qui n'ont plus qu'un château. Et puis, comme on a fait la constitution allemande, la loi fondamentale après la guerre, et que ce sont les Américains qui l'ont faite, on ne leur a pas demandé leur avis. C'est ça que je veux dire, c'est que c'était pas, on est passé finalement d'un système qui avait fini par s'agréger avec une certaine unité à un système fédéral. Mais qui est très fédéral, Mais alors, dans certains aspects. Alors, qui est très fédéral et qui en même temps est très administratif. Et parce qu'il est très administratif, en réalité, il est plus uniforme que, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure de l'Italie ou de l'Espagne. Alors, j'ai juste une remarque purement sur la 6e République. Moi, je voulais écrire la 7e République. Ah bon, c'était bien ça. Et c'est mon éditeur qui m'a dit « Personne ne comprendra rien. Je vous en supplie, monsieur Berkovitch, mettez 6e République parce que 7e, là, vraiment, vous allez perdre le lecteur. » Moi, j'aurais mis 7e République, d'abord parce que je trouvais ça plus amusant. Ça permettait de me distinguer de Jean-Luc Mélenchon et nous avons, lui et moi, quand même quelques différences philosophiques et politiques assez fondamentales. Ça, on n'hésite pas. On n'hésite pas là-dessus. Et aussi parce que j'ai le sentiment, et ce que je dis n'est pas vraiment juridique, c'est plus politique, mais j'ai le sentiment quand même que l'inversion du calendrier et le quinquennat ont amené dans la pratique un système où ce président qui était quand même un peu comme la reine d'Angleterre, et j'aime bien ton expression, parce qu'au fond, ce que voulait le général de Gaulle, c'est un président de la République qui soit un peu la reine d'Angleterre. Je dis un peu. Un peu plus que la reine d'Angleterre d'ailleurs. Mais est devenu finalement le chef du gouvernement et de la majorité. Et en devenant le chef de la majorité et du gouvernement, il ne peut plus être le président de la République. Ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas être au-dessus et au milieu. Et ça, je pense que le fait de ne pas pouvoir être au-dessus et au milieu a fait que la 5e République est déjà devenue une 6e République. C'est pour ça que je trouvais ça amusant de parler d'une 7e. Alors, juste pour l'anecdote aussi, la prime au Sénat, là pour le coup, dans le projet fédéral, il y a une double prime, y compris l'inversion de la première et de la seconde chambre que j'imagine tu auras noté. Et d'ailleurs, j'ai entendu Gérard Larcher faire une petite conférence à Sciences Po. Et c'était assez rigolo, je vous livre juste pour l'anecdote. Gérard Larcher fait un discours sur la nécessité impérieuse d'une plus grande autonomie des collectivités territoriales, des régions, des départements, des villes. Enfin, en gros, oui, on est d'accord. Il allait même plus loin que moi dans la répartition des compétences. Et il y a un étudiant de Sciences Po, c'était sa première question. C'était très drôle. Il se lève,
Monsieur le Président, merci, voilà. Est-ce qu'au fond, vous ne proposez pas un modèle fédéral ? Et là, Gérard Larcher a eu un recul qui, à mon avis, est lié à ce qu'il est fondamentalement, y compris par son histoire politique personnelle. Il a dit non, pas du tout. Puis après, il s'est repris et il s'est rendu compte qu'il avait eu une réaction presque d'aversion politique. Et puis finalement, il est arrivé à la conclusion que bon, c'était pas tout à fait le fédéralisme, mais que ça allait un peu dans ce sens-là. Et d'ailleurs, quand on écrit un essai politique, je m'en suis rendu compte à cette occasion, on ne cherche pas à atteindre un but. Quand on propose une réforme politique, quand on est en politique, on cherche à atteindre un but immédiat. Moi, j'ai jamais voulu faire ça, je dresse une perspective. Si demain, il y a un président de la République qui donne la véritable autonomie aux régions, par exemple, avec une autonomie budgétaire et fiscale, parce que comme le dit Didier Mauss, ce qui compte, à un moment donné, c'est le fric. J'ai répondu à une interview hier où un journaliste me disait « mais finalement, vous avez l'air de dire que la seule chose d'intéressante dans le fédéralisme, c'est l'autonomie financière, budgétaire et fiscale. Il n'y a quand même pas que ça. » Ben, il n'y a pas que ça. Mais au départ, pour faire quelque chose, il y a beaucoup ça. Et à partir du moment où on dit aux collectivités, on vous transfère et on vous donnera de l'argent, c'est pas du tout la même chose que de leur dire, on vous transfère et on vous transfère les moyens fiscaux, l'autonomie budgétaire pour faire. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de refus de transfert de compétences, notamment aujourd'hui les départements et les régions réfléchissent activement au transfert de certaines voies nationales. Mais qu'est-ce qui les fait hésiter? C'est toujours ce même système. On vous donnera de l'argent. En général, on vous en donnera moins que ce dont vous aurez besoin. Et puis on arrive à des systèmes où on transfère une compétence. Comme l'État veut garder un peu la main dessus, elle garde l'administration qui va avec. Donc accessoirement, aujourd'hui, vous avez des compétences exercées dans la pratique exclusivement par la collectivité territoriale. Mais vous avez toujours les ministères et les fonctionnaires qui vont avec en préfecture pour le contrôle, puisque c'est une tutelle. Ce qui veut dire que vous suradministrez encore plus un système qui est déjà suradministré, sans dire que le millefeuille territorial, et notamment Monsieur le maire sur les EPCI, où il y a un rapport parlementaire qui a démontré que plutôt que de mutualiser, on avait additionné des administrations. C'est terrifiant. Alors, une remarque dernière, et j'allais dire presque primaire, à la fois dernière et primaire, dire dernière chronologiquement et primaire dans son importance. Est-ce que le corps social est prêt à admettre le fédéralisme? Alors je vais vous faire une réponse qui est tirée de mon expérience personnelle des 2 derniers mois. Donc, vous m'avouerez que ce n'est pas une expérience qui pour l'instant mérite d'être randomisée ou à valeur empirique. Mais pour l'instant, parmi les quelques lecteurs de mon ouvrage que j'ai rencontrés, plutôt favorable ou plutôt défavorable, aucune personne normale. Ça n'existe pas. Non mais, alors, seuls des anciens élus, des élus ou des hauts fonctionnaires m'ont répondu « c'est impossible, pas en France ». Jamais quelqu'un issu, j'allais dire, de ce qu'on appelle, et que je trouve absurde comme terme, la société civile, ne m'a objecté que c'était impossible. Aucun. Ils m'ont dit qu'ils étaient très favorables, certains pour être gentils m'ont dit que c'était une idée géniale, mais ça, bon, c'était plutôt dans le cadre familial. Et beaucoup aussi m'ont dit qu'ils avaient telle ou telle objection, et notamment une des objections qu'un certain nombre de journalistes m'ont évoquée, qui est une objection que je trouve intéressante, que Didier Mauss a évoquée, qui est le problème de la disparité que cela pourrait engendrer sur le plan social et territorial. Mais aucun ne m'ont jamais dit « en France, c'est pas possible ». Je pense qu'on a une vision des hauts fonctionnaires et des élus de ce pays, en particulier quand on a une certaine expérience, de croire que la France n'est pas prête à faire des choses à laquelle, en fait, la France est tout à fait prête. Et j'en veux pour preuve la question de l'environnement, qui n'est pas un sujet très important, pas plus que l'énergie, quoi. Mais sujet sur lequel j'ai le sentiment que depuis 20 ou 30 ans, ce sont les Français qui poussent les hommes politiques. Et que systématiquement, les hommes politiques expliquent cette réforme-là, les Français ne sont pas prêts. Ben, moi, j'ai le sentiment qu'il faut leur proposer
Peut-être qu'ils ne sont pas prêts au fédéralisme, peut-être que ce sera plutôt une version d'une plus forte autonomie. Mais en tout cas, je pense qu'il faut leur proposer quelque chose, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on leur propose, dans le meilleur des cas, ne les intéresse plus, et dans le pire, les fait réagir violemment. Et je pense que dans un pays où on ne peut que réagir violemment face à la réforme, ou ne pas s'y intéresser du tout, il est urgent de proposer autre chose, et c'est pour ça que j'ai lancé ce pavé dans la marge. Je disais tout à l'heure, apporter une pierre à l'édifice. Je ne sais pas si j'ai apporté une pierre à l'édifice ou si j'ai lancé un pavé dans la marge. Un mot, mais simplement, je citais la culture et le sport comme sujet difficile. L'environnement est effroyable, et dans tous ses aspects. Parce qu'il y a quand même, dans le domaine de l'environnement, un certain nombre de personnes, administrations ou associations, qui considèrent que leur premier ennemi, ce sont les élus. Et que ceux-là ne savent pas, n'ont aucune préoccupation pour voilà. Et c'est très difficile. J'adore les anecdotes, moi, pour parler de ce genre de choses. Mais t'as vu que j'aime bien aussi. Quoi? J'aime bien aussi. Mais oui, non, mais parce que bon, le problème des permis de construire. Et un jour, bon, au début de mon mandat de maire, il fallait qu'on rénove les fenêtres de l'école communale. En mauvais état, bon, les écoles du 19e, bon, très bien, mais il faut évidemment un permis de construire, donc on l'envoie à l'architecte des bâtiments de France, c'est obligatoire, et qui nous répond, écoutez, vous voulez remplacer des fenêtres en bois par des fenêtres en PVC, du point de vue de l'esthétique, de l'environnement, c'est scandaleux, grosso modo. Alors, je lui ai répondu aimablement que je n'aurais pas l'argent pour faire mieux. Je lui ai dit, si vous avez les crédits, moi je suis prêt. Et deuxièmement, je lui ai dit, je vous invite à venir voir. Il n'est évidemment pas venu, parce que ça fait 50 ans que je passe devant ces fenêtres. Entre la rue et les fenêtres, il y a un mur. Et donc l'impact visuel sur la rue est nul, puisqu'on ne les voit pas de la rue. Bon, évidemment, j'en mets mes fenêtres en PVC, je m'occupe du reste. Mais ce genre de choses, c'est insupportable, il faut être honnête. Hein. Et d'ailleurs, les questions environnementales sont bourrées d'injonctions paradoxales. Oui, et ça, c'est la tutelle au quotidien. Hein, bon, je dirais, c'est là. Bon, un jour, on est dans un projet bon, pour des gosses, d'un centre d'enfants, et bon, là, on avait fait le projet, très bien, selon les normes, etc. Bon, et puis on demande l'avis de je ne sais plus quel service du département, on a deux excellentes dames qui viennent nous voir, et qui lui disent « Non, mais il faudrait faire telle ou telle chose, etc. En plus, ça serait mieux. » Alors ça coûtait cher. Et j'aurais dit « Est-ce que c'est obligatoire ?»« Ah non, mais ça serait mieux. » Et je lui dis « Vous avez de l'argent pour le faire ?»« Ah non. » Et bien je lui dis « Moi, j'ai un budget. Et, je fais ce qui est... Bon, vous m'avez approuvé il y a 2 mois le projet, je ne vais pas m'amuser à le refaire aujourd'hui. Et si vous me donnez l'enveloppe financière supplémentaire, je vais le faire. Mais moi, j'ai 3 millions à dépenser, pas 3,5 millions. Voilà. Bon, et ça, c'est. Mais on part du principe que les collectivités peuvent payer à guichet ouvert. Et ça, c'est c'est très grave. Enfin, c'était étonnant. Hein, bon, dernière chose quand même. J'ai fait partie pendant 3 ans, 4 ans. Parce que l'Association des maires de France m'avait demandé de faire partie d'une instance nationale qui s'appelle le Conseil national d'évaluation des normes, c'est-à-dire présidé par l'excellent Lambert, où toute une série de textes qui s'appliquent aux collectivités locales doivent être examinés tous les mois pour savoir ce que ça fait. Bon. Donc on m'avait dit, toi tu connais un peu le droit, en plus t'es maire maintenant, donc on te met là-dedans, très bien, j'ai été, c'était passionnant, j'étais absolument ravi. Et le nombre de fois où nous étions à peu près contre toutes les réformes, il faut être clair, parce que vous avez tous, on remplaçait en général quelque chose de simple par quelque chose de compliqué. Bon. Et puis régulièrement, on posait la question aux gens qui venaient nous présenter les projets, qu'est-ce que ça coûte aux collectivités locales? Oh ben ça ne coûte rien. Alors on nous avait dit ensuite, il va falloir changer de logiciel, il va falloir faire de la formation. Ah ben ça ne coûte rien, c'est le budget courant. Ah, déjà à la longue, non, mais extraordinaire comme réaction. Mais bon, alors on était aimable parce que voilà, mais on disait non, puis ça ne servait pas à grand chose. Mais cette idée que ça ne coûte rien est une idée complètement absurde, surtout en période de disette budgétaire. Où, bon, allez. Non, mais merci beaucoup, beaucoup pour tout.
cette discussion vraiment passionnante, messieurs, et on voit que votre livre, Grégory, amène un certain nombre de remarques qu'on ne se lasse pas d'écouter. Mais il y a des questions dans la salle. Alors, celles et ceux qui veulent poser des questions, voilà, vous vous approchez de façon à ce que nos amis qui sont devant leurs écrans puissent vous entendre. Voilà. Je me fais une fois. Voilà. Là, c'est très bien. Là, c'est bien. c'est parfait, c'est parfait. D'accord, parfait. Oui, alors, d'abord, je n'ai pas encore lu ton bouquin, mais j'apprécierais parce que je suis moi-même un ardent partisan du fédéralisme. Mais j'ai écouté tes derniers propos sur ton optimisme par rapport à l'acceptation par nos concitoyens du fédéralisme. Moi, il se trouve que 7 ans de ma vie, j'ai vécu dans un État fédéral, qui est le Brésil. Et que de plus, j'étais fonctionnaire d'un État fédéré. Donc, je suis rentré dans le cœur de la machine. Donc, simplement, de citer 3 ou 4 domaines au quotidien, dans un pays comme le nôtre, où tout le monde veut l'égalité, 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 l'égalité. Fiscalité. La TVA n'est pas la même dans tous les États. Les droits de succession ne sont pas les mêmes dans tous les États. Tout ce qui est taxes, les impôts, c'est l'État fédéral, impôt sur le revenu, impôt sur la société. De manière générale, toutes les taxes, ce sont les États fédérés. Et donc, de grandes inégalités. Il y a des États du Brésil où il n'y a pas de taxe d'héritage, et d'autres où il y en a. La police. La gendarmerie au Brésil s'appelle police militaire. Elle est de compétence des États. Il n'y a pas de police militaire nationale. Enfin, il y a une police militaire pour l'intérieur de l'armée, mais il n'y a pas une police militaire pour les citoyens. Elle est... Donc, quand tu es contrôlé sur la route, sauf sur les routes fédérales, mais il n'y en a pas, finalement, il n'y en a pas tellement, où c'est la police fédérale, mais sur toutes les autres routes, c'est la police militaire de l'État. La justice et la police judiciaire des compétences des États. On ne va à la police fédérale que si ça concerne plusieurs États, si on peut dire. La justice. La justice est de compétence de l'État, sauf pour les domaines de recours. Et je pourrais continuer à multiplier les exemples. Tu imagines que nos concitoyens vont accepter que la TVA elle soit à 3% à Nice, et à 9% à Brest, et à 30% à Lille. Et j'en pourrais multiplier les exemples. Donc je crois que si tu veux... Moi je suis convaincu du bien fondé du fédéralisme, mais je crois qu'il y a quand même un sacré choc culturel en France pour passer à ça. Alors, parler de mode constitutionnel, est-ce qu'il faut le faire brutalement, je puis dire, c'est une sacrée révision constitutionnelle qui change tout. Sauf, alors, en France, il y a certes, on pourrait trouver des raisons historiques. La dernière réforme des régions, elle a rassemblé des grandes régions où on mélange les genres, c'est-à-dire on mélange des régions qui n'ont pas de point commun en termes d'histoire. La seule manière peut-être de faire du fédéralisme en France, ça serait de revenir à des régions avec des racines historiques réelles, et pas mélanger le Gard avec la Haute-Garonne, pour prendre des exemples. Mais c'est très amusant ce que tu dis. Donc, je t'en prie, mais c'est très très amusant. Donc, j'espère que c'est pas trop amusant quand même. Et donc, c'est parfaitement juste. Et donc ça pose vraiment un vrai problème. Donc pour y arriver, peut-être revenir à des régions historiques, mais il faut accepter l'idée, je reprends l'État du Brésil. Moi j'étais fonctionnaire de l'État de Bahia, grand comme la France. À côté, il y a l'État de Sergipe, grand comme 2 départements français. En dessous, il y a Espírito Santo, grand comme 6 départements. Moi j'ai vu pendant que j'étais aux affaires, si on peut dire, le gouvernement de mon État envoyer la police militaire à la frontière avec l'État de Minas Gerais pour des problèmes de transfert de bois et faisant un blocus à la frontière. Et pourtant, on était à l'époque régime militaire. Donc, on n'empêche que même avec les militaires, le fédéralisme fonctionnait et que les gouverneurs d'État faisaient fonctionner leur fédéralisme. J'ai vu le gouverneur de l'État de Bahia envoyer un commando aéroporté dans la ville de Recife pour récupérer des objets d'art coloniaux du XVIIIe siècle qu'il voulait. Parce que le propriétaire avait fait donation à l'État de Bahia, l'État de Pernambouc, de Recife avait dit non, on ne donne pas. Il a dit c'est à nous, ça ne se réglait pas, on va aller chercher. Il a envoyé la police militaire. Voilà. Donc, est-ce qu'en France, on est prêt à voir une police aller à Dunkerque chercher quelque chose qui est à Nice? Voilà. Donc, si tu as la réponse, j'ai la réponse, et alors je t'invite à lire le livre pour 2 raisons. D'abord parce qu'on est dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui est celui de l'Europe et de l'Union européenne. Donc la TVA, ça tombe bien, de toute façon, c'est décidé au plan européen. Donc c'est ni au plan français, ni au plan du Lyonnais ou de l'Aquitaine que ça se réglera, c'est déjà réglé à Bruxelles. Et je le sais d'autant mieux que ça fait à peu près 5 ans que je travaille sur un problème de TVA,
et que après nous avoir un peu en roulant les mécaniques expliqué que voilà, la France allait régler le problème, la France nous a renvoyés à Bruxelles. Donc c'est déjà réglé. Pourquoi je te donne cet exemple? Parce que le fait d'être déjà dans une Union européenne qui a quelques similitudes avec un État fédéral. Je suis prudent, je suis à côté de Didier Mauss. C'est vrai. Change toute la donne. C'est-à-dire que de faire du fédéralisme en France au sein de l'Union européenne ne peut en aucun cas être le fédéralisme brésilien ou américain. Ça n'est en aucun cas cela. Dans la réforme que je propose, la police et la justice, la police étant partie d'ailleurs d'une compétence municipale, mais la police, au sens de la police nationale, reste au plan national et la justice reste au plan national dans la réforme que je propose. En revanche, là où je disais c'est très amusant, c'est quand tu parles des provinces, parce que tu regarderas dans le livre et j'explique que le seul moyen de proposer le fédéralisme à nos concitoyens, c'est de revenir aux provinces historiques et de proposer que celles-ci puissent fusionner librement au moment de leur constitution, puisque évidemment que ces provinces historiques, certaines n'ont de sens que fusionner avec une autre pour avoir une taille critique, mais qu'elles le fassent librement sur la base d'accords de volontariat et pas cette espèce de fusion monstrueuse. Celle qui veut rester petite, reste petite. Et celle qui veut rester petite, reste petite, et il n'y a aucune difficulté à ça. Et d'ailleurs, ça fonctionne comme ça dans tous les États fédéraux du monde. En Allemagne. Et en Allemagne notamment, avec des villes-États. Donc, et puis avec des moyens financiers. Il y a des villes-États même. Oui, il y a l'État après. Je crois qu'il y a une autre question. Merci beaucoup. Alors, une autre question, peut-être aussi. Je vais parler un peu fort pour que tout le monde m'entende. Approchez-vous. Ah bah, je vais m'approcher. Voilà, ici c'est parfait. Voilà. Donc, moi, je suis militant de la Fédération de Paris, et en réalité, j'ai beaucoup apprécié ce livre que j'ai pas encore lu, mais que je vais lire, puisque finalement, 7e République et plus, y affinité, peut être intéressant. Je me posais en fait deux questions, parce que quand on s'aperçoit, deux choses qui n'ont rien à voir. Je pars d'un point, je suis pas juriste, hein, vous m'excuserez de mes approximations. Premièrement, je pense qu'on a en fait une opposition entre une unité nationale et des pluralités territoriales. Donc là, il y a quelque chose où on essaie de marier les contraires, en fait. Une seule nation dans plusieurs territoires. Chose qu'on voit très bien aujourd'hui dans un certain nombre de domaines. Vous avez cité la culture et l'éducation. Même chose dans les transports. Les transports sont tout à fait régionalisés aujourd'hui. La compétence transport, elle est faite. Or, de quoi on s'aperçoit ? Que tous les territoires ont des compétences soi-disant différentes, des noms différents, des marketing différents, et un seul opérateur, pour simplifier, la SNCF. Autrement dit, on renationalise les compétences qui ont été mises dans les territoires. En fait, on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, que j'ai beaucoup apprécié, sur ces strates superposées, où on fait on donne des compétences territorialisées à des organisations qui en fait sont nationalisées. Des opérateurs nationaux, premier point. Deuxième point, je pense qu'effectivement, et je vais rebondir sur ce côté européen, peut-être qu'il faudrait que ce fédéralisme français se place dans un fédéralisme européen. I have a dream, comme disait l'autre, peut-être que certaines régions frontalières pourraient devenir des États autonomes dans une fédération européenne. Je pense, par exemple, au Pays Basque. Il est évident que si un jour on faisait une France fédérale, le Pays Basque va poser la question de la frontière. Pour aller un peu plus loin sur les Flandres. L'île n'est jamais que la Flandre française. D'accord ? Et donc la question qu'on pourrait imaginer se poser, c'est et si ce mouvement de 7e République et plus pouvait très bien arriver dans une fédération européenne. Vous avez cité le comtat venessin, ou la région de Nice, qui est française depuis très peu de temps finalement. De fait, elle est bien italienne en réalité. Même chose avec la Savoie, même chose avec plein de régions. Évidemment, la Bretagne, c'est facile parce qu'ils sont bretons. Les Normands... Ah, c'est fait la Loire-Atlantique dans la Bretagne. Ah, voilà. Et la Vendée, etc. Ah, bon. La Vendée, non. La Vendée, non. La Loire-Atlantique. D'ailleurs, je remarque que je ne sais plus quel président de région a retiré ce panneau. Quand on arrivait à Nantes, il est marqué « Bienvenue en région Pays de Loire », il a disparu. Bref. Ma question arrive à celle-là, de se dire finalement, il y a plein de début de choses. Vous avez cité l'éducation, la culture, le transport et autres. Il y a plein de petites... la fameuse décentralisation.
En réalité, si on veut aller au fédéraliste, première question, est-ce qu'il ne faut pas inscrire ça dans un mouvement européen? Puisque vous l'avez tout à fait cité, effectivement, un certain nombre d'États sont déjà fédéraux, mais ce sont des royautés. Voilà, la Belgique, les Pays-Bas, etc., etc. Première question. Et deuxième question, si on ne fait pas ça, on commence comment? Quel est le premier pas? Je vous remercie. Merci. On est reparti pour un tour. Oui, alors je vais essayer d'être très très bref. D'abord parce que dans l'ouvrage, le fédéralisme national s'inscrit dans une perspective de fédéralisme européen. Et j'assume parfaitement, comment dirais-je, mon parti pris en matière européenne et en l'occurrence pour un vrai fédéralisme politique européen. Donc l'un s'inscrit effectivement dans l'autre et vous le retrouverez dans l'ouvrage. Deuxième question, alors il y avait un point qui m'a paru quand même mériter d'être relevé vraiment, c'est la question des opérateurs nationaux, parce que finalement dans tous les pays fédéraux, on trouve des opérateurs nationaux, alors publics ou privés, mais enfin en tout cas ayant des compétences qui sont au-delà des frontières des États fédérés. Donc ça, c'est pas forcément choquant, c'est souvent un problème industriel en réalité, de capacité. Pourquoi les régions d'ailleurs, avec la compétence transport, ça changera peut-être d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que pour l'instant on est encore dans un monopole de fait? Parce qu'il y a des réalités industrielles, et d'ailleurs on le voit bien, le fret, qui est un transport beaucoup plus léger que le transport des passagers en termes organisationnels, le fret est beaucoup plus largement diversifié en France que ne l'est le transport de voyageurs, parce que les contraintes opérationnelles ne sont pas les mêmes. Et puis parce qu'un voyageur, enfin dans le fret, les produits transportés, je parle du fret ferroviaire, n'ont pas les mêmes contraintes, notamment de vitesse d'horaire, de vitesse d'acheminement. Dernière question, comment on fait? Alors, ça méritera peut-être un ouvrage, comment on fait, parce que c'est une question qui m'a été posée et à de nombreuses reprises. J'ai le sentiment qu'en tout cas, cet ouvrage n'aurait eu aucun sens il y a 30 ans. Parce que je pense que les mentalités, les compétences territoriales, l'évolution de la décentralisation rend possible ce débat aujourd'hui. Certains d'entre vous me pensent sans doute un utopiste, voire un fou furieux. Il y a 30 ans, très peu d'entre vous m'auraient vraiment écouté, à part Didier Mauss, parce qu'il est constitutionnaliste. C'est mon job. Et que c'est son job d'écouter les autres et d'être écouté. Mais très peu en réalité se seraient déplacés, et les médias notamment, je ne sais pas s'il y a un engouement des médias, mais c'est vrai que, bon, voilà, je suis demain sur CNews à nouveau, enfin, donc il y a quand même un petit peu de mouvement autour de ces sujets-là, il y a pas mal d'interviews et d'articles qui paraissent, parce que je crois qu'aujourd'hui, les gens ont pris conscience que les collectivités territoriales étaient capables d'assumer des compétences. Je pense qu'il y a 30 ou 50 ans, je dis 50 ans en référence à la loi de 82 évidemment, les choses n'auraient pas été les mêmes. Et la pandémie a beaucoup... Et puis le Covid a beaucoup joué, les crises des Gilets jaunes ont beaucoup joué. Enfin, Un mot sur l'Europe. Ça, vous avez raison. Ça a été très à la mode, hein, l'Europe des régions, une Europe fédérale à partir des régions, ça n'est plus beaucoup dans aucun pays européen. Ah, c'est plus du tout. Mais ça a été une idée qui a été longtemps portée par le mouvement fédéraliste européen. Et l'élargissement de l'Europe a un peu nuit aussi à ce mouvement. Bon. Mais là, il y a un point sur lequel je suis totalement d'accord avec Grégory, c'est le caractère fédéraliste de l'Europe. L'Europe de l'Union européenne, c'est un système bancal, un système qu'aucun esprit normal n'aurait jamais inventé. Mais moi, je l'ai expliqué souvent de la manière suivante. La décision suprême en Europe, c'est le Conseil européen. On ne fait rien sans le Conseil européen. Le Conseil européen, ça fonctionne sur le principe de l'unanimité. Bon. C'est-à-dire, en réalité, de la vieille conférence diplomatique traditionnelle. Et on le voit très bien en ce moment, la Turquie dit « je ne suis pas d'accord pour la Suède et la Finlande », etc. Enfin, c'est pour l'OTAN, ça. Mais enfin, bon, non, mais même sur autre chose, ils disent ça. Bon. Donc, ils ne sont pas encore dans l'Europe. Non, mais sur un autre chose. Il faut que les 27 pays soient d'accord pour qu'on fasse quelque chose. Alors après, il y a une mécanique qui est très lourde. On fait des directives, on fait des règlements, on met le Parlement européen dans le coup, etc. Bon, mais une fois que la règle européenne est adoptée,
on est dans une logique totalement fédérale, mais totalement, avec les deux principes essentiels d'une logique fédérale, c'est la loi fédérale l'emporte sur la loi locale. Et en Allemagne, même dans la Constitution allemande, vous avez l'expression, je ne la cite pas en allemand, mais la loi fédérale brise le droit local. Et ça, il ne peut pas y avoir de système fédéral sans cela. Bon, parce que sinon c'est l'anarchie alors. Et deuxième conséquence, il faut une cour de justice pour régler les conflits. Et le système fédéral implique ça. Et c'est le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Bon, ça, Grégory le fait. C'est pas le chapitre sur lequel il s'appesantit le plus. Bon, moi, je trouve que ça mérite d'aller un peu plus loin. Mais... Donc, il faut que je refasse un ouvrage là-dessus. Oui, non, d'aller là-dessus, non, mais 5 juges, ça me paraît un peu juste. Mais peu importe. Ce qui est fondamental, c'est de dire le système fédéral implique un juge de nature constitutionnelle pour régler non seulement les problèmes de droits fondamentaux, mais les conflits d'organes et les conflits entre les échelons des territoires. Et ça, c'est absolument indispensable, parce que sinon, si on ne le règle pas via un tribunal, on le règle à coup d'arbalète. C'est sûr. Bon, voilà. Oui. Alors, pardonnez-moi, il y a des questions en ligne. Alors, Gilles Schmitt avait levé la main depuis un petit moment, alors il a la parole. Peut-être qu'il s'est lassé d'avoir la main tendue virtuellement. Pierre Anselmo a demandé la parole aussi. Pierre, tu as la parole? Il y a un bouton à actionner, non, théoriquement. Ça y est. Pierre a actionné. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien, on peut voir Merveilleusement encore bien. mieux. Et on me voit encore mieux, d'accord. Alors, juste pour souligner d'abord, pour me féliciter de la tenue de ce rendez-vous de Valois et encore plus de façon hybride, ce qui permet aux Vosgiens que je suis devenu d'y participer d'une façon aisée. Je voudrais quand même souligner que nous sommes dans un temps où, par ironie de l'histoire, le Parti radical a quand même remporté une grande victoire en imposant la proportionnelle de fait à l'Assemblée nationale. Ce qui est quand même un peu une surprise, ou disons une demi-surprise, et ce qui nous amènera sans doute à nous réinterroger sur notre projet et la façon dont nous le faisons évoluer dans ce contexte. Nous avons découvert, je crois, pour moi c'était quand même une surprise, que le fait majoritaire pouvait être dépassé dans le cadre de la Ve République. Il a été dépassé dans un contexte politique que nous connaissons, qui sanctionne, me semble-t-il, un phénomène que tu décris très bien dans ton livre, et j'invite effectivement tous les participants à ce temps à le lire, et qui est celui de la suradministration de ce pays, qui, je crois, agace un certain nombre certain de nos concitoyens, et notamment ce que tu appelles le syndrome de la boxe cadeau, c'est-à-dire le fait qu'on fasse, avec moult débats à l'Assemblée nationale, on établisse une loi qui donne des droits, et que l'administration, par derrière, s'ingénie à faire en sorte que les citoyens, qu'un minimum de citoyens en bénéficient. Il y a un projet qui, pour l'instant, trouvera peut-être ou pas une majorité pour s'appliquer, qui est celle du fait d'avoir des droits qui s'appliquent à l'origine, sur les droits sociaux, etc. Mais il y a plein de sujets sur lesquels il serait peut-être bon que le Parti radical se mobilise, parce que je crois que c'est vraiment dans l'esprit solidariste que de faire en sorte que les citoyens ne soient pas empêchés de bénéficier d'un droit par le truchement de manœuvres administratives, comme je peux le voir notamment
dans les conseils d'école auxquels j'assiste en tant que délégué départemental de l'éducation nationale. Voilà, j'ai dit. Merci Pierre. Alors les personnes qui se sont manifestées peuvent prendre la parole. Moi d'où je suis, je ne vois pas les noms. Si dans la salle vous les voyez. Non. S'il y a Oui, Oui, il y a des observations. Oui, mais on peut C'est pas ça les que je t'avais on peut pas les Alors, voir. les personnes qui ont levé la main. Alors, généralement, Allez-y. ils doivent lever la main. Allez-y, si, allez-y. c'est pas le Ok, cas. on a la parole. là. Prenez la parole. Comme vous. Bah, apparemment, non. Bon, apparemment, plus personne ne demande la parole. Non, non, Moi, j'ai plus personne là. on les a Ah épuisés. bon, d'accord. On a épuisé les participants Oui, et... Sinon, il faut lever la main, hein, c'est en bas. Mais Pierre, juste une remarque très, très rapide. D'abord, merci. Et puis, comment dirais-je, la perception à la source des droits sociaux proposés par Emmanuel Macron, sur ce point, je trouve que c'est une première démarche tout à fait vertueuse. Si on l'appliquait à tous les droits des citoyens, des associations ou des collectivités territoriales, le budget de l'État serait multiplié par 2 ou par 3. Parce que le principe de la box cadeau, c'est évidemment de faire son calcul en partant du principe qu'il n'y aura qu'un pourcentage minimum qui sera effectivement appelé. Et c'est vrai aussi d'ailleurs des budgets européens. Donc c'est tout le drame de la manière dont fonctionne aujourd'hui notre pays, notre administration, qui est de considérer que pour des raisons politiques, voire politiciennes, on va afficher des droits, et puis en réalité, on va faire tout ce qui est possible pour que ces droits ne soient pas mis en œuvre. Et c'est malheureusement une réalité qui dépasse d'ailleurs au fond la bonne volonté ou la mauvaise volonté des hommes politiques. L'administration a développé là-dessus une science qui dépasse largement celle de n'importe quel ministre. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Je ne sais pas dans la salle si vous avez des questions. Non. Je pense que tu es en séance de dédicace à partir de maintenant. Enfin, moi, je voudrais Ceux qui vraiment le veulent. vous remercier tous les deux pour la qualité de ces échanges. Voilà, c'était les entretiens de Valois. Nous sommes en train, depuis quelques mois, de constituer ce que j'appelle une bibliothèque, qui a commencé avec les 120 ans, qui s'est poursuivie avec l'écriture du manifeste. Aujourd'hui, nous avons eu un débat de fond et qui était vraiment très intéressant au regard de l'actualité politique que nous connaissons, mais qui va bien au-delà, bien sûr, de cette actualité politique. Nous poursuivrons à partir de septembre ces échanges et ces entretiens de Valois, parce qu'ils constituent véritablement une richesse pour notre parti, même si nous ne sommes pas d'accord, et heureusement que nous ne sommes pas d'accord entre nous, mais nous sommes d'accord au moins sur l'essentiel, c'est-à-dire la nécessité de poursuivre notre réflexion, de continuer à travailler comme nous le faisons et de pouvoir échanger entre nous dans un climat de confiance et dans un climat je voudrais dire, de fraternité, parce que on peut tout dire. On peut tout dire, et on a vu ce soir combien, messieurs, vous avez échangé avec beaucoup d'élégance. Je vous remercie pour cette soirée. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Vraiment. C'est Grégory. Si tu permets de prendre la parole quelques minutes Bien avant sûr. la vente des Bien livres sûr. pour dire à tous ceux qui sont présents ici ainsi que ceux qui nous voient et nous écoutent en ligne, et je ne crois pas, je dirais, anticiper que de dire qu'on a 2 événements en préparation. Donc un en lien avec toi, Grégory, en septembre, le 13-14 ou le 20-21, qui sera évidemment une conférence autour effectivement de la décentralisation, et on aura la possibilité évidemment de vendre le livre que la FNER a acheté à tous les participants, et cet événement aurait lieu à l'hôtel de l'Industrie. Les dates ne sont pas encore tout à fait fixées,
mais on serait en semaine à partir de 18-19 heures. Et vous aurez un save the date très vite. Voilà. L'autre événement, c'est un événement organisé avec Didier et qui consistera en une formation sur les leviers dont dispose le gouvernement pour passer outre les blocages dont pourraient faire preuve les oppositions. Voilà, et bien ce que je vous propose, c'est de passer peut-être à la vente du livre. Le livre est vendu à 17 € et vous avez évidemment la chance de pouvoir avoir une dédicace. Allez, bonnes vacances. Hein. Au revoir et merci. C'est à quoi qu'on les jette? Alors, c'est un moment qu'on achète. Je ne connaissais pas les Bon.